Bonjour tout le monde. Bonsoir, merci d'être venus. Merci beaucoup à nos invités d'être venus, qui vont être introduits par Bastien et Lydia, qui seront les modérateurs de ce soir. Juste un petit mot, d'abord sur le sanitaire, gardez vos masques. Et ensuite, donc, on est très content de commencer l'année, les conférences d'experts avec ces invités de marque. Du coup, ce sera plutôt une table ronde qui va durer 1 heure et demie à peu près, avec une dernière demi-heure sur des questions du public. Je rappelle aussi que Esper n'est pas politisé, nous ne soutenons aucun parti ni aucun candidat. Néanmoins, forcément, quand on est une asso écolo, on s'intéresse un peu aux primaires écolo, hein, c'est dans le titre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, enfin si vous le souhaitez, aux primaires écolo sur lesécologistes.fr, c'est jusqu'à dimanche, c'est seulement 2 € et c'est ouvert à toute personne de plus de 16 ans. Donc voilà, je pense que ça va être rappelé potentiellement pendant l'heure et demie qui nous attend, mais je commence par ça, tout en rappelant néanmoins qu'on ne supporte aucun parti, on ne supporte pas particulièrement Yannick Jadot, et ce soir peut-être sera-t-il... Non, c'est pas le contraire non plus. Et ce soir, on verra bien, et c'est pour ça qu'on n'a pas invité seulement Yannick Jadot, et qu'il y a 2 personnes avec lui qui vont être très vite présentées. Merci à tous d'être venus, et bonne conférence. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir pour parler ensemble de sujets importants, d'écologie, d'économie, de croissance, mais surtout de décroissance, d'adaptation, d'innovation, et de tous ces sujets qu'on aborde lorsqu'on parle d'économie en famille, entre amis, à l'école et ailleurs. Et c'est déjà une bonne nouvelle que l'on parle d'écologie entre amis, en famille, à l'école et ailleurs. Alors, le changement climatique, il est entré dans notre quotidien. Il est devenu peu à peu familier, et comme toujours, on peut adopter 2 comportements. Soit on peut choisir de voir le verre à moitié vide, on peut voir les normes, les changements, les contraintes, ou on peut, comme on va essayer de le faire ce soir, essayer de voir le verre à moitié plein. Le verre qu'on boit. Pas le verre, vous l'aurez compris. Alors donc nous recevons pour cela Monsieur Vincent Liéget, Madame Lucille Schmid et Monsieur Yannick Jadot. Bonsoir à vous et merci d'être présents ce soir. Je vous laisse Lydia vous présenter. Bonsoir. Vincent Liéger, vous êtes ingénieur, chercheur et essayiste, également porte-parole du Parti pour la décroissance. Et vous publiez aujourd'hui votre dernier ouvrage, Décroissance, Fake or Not, dans lequel vous tentez de donner les clés pour permettre à chacun de se saisir de ce sujet qui est encore clivant. Lucille Schmid. Vous êtes essayiste et femme politique, d'abord membre du Parti socialiste, puis d'Europe Écologie Les Verts, et vous avez aujourd'hui rejoint Génération Écologie aux côtés de Delphine Batho. Vous êtes également cofondatrice du think tank La Fabrique écologique, qui a pour objectif de promouvoir l'écologie avec des propositions pragmatiques et concrètes. Yannick Jadot, vous êtes député européen Europe Écologie Les Verts, candidat à la primaire écologiste en vue des élections présidentielles de 2022, et vous portez un projet écologiste qui se veut fédérateur et réaliste. Alors, nous vous rappelons que cette conférence est avant tout une conversation, et certaines de nos questions vont être orientées sur un intervenant en particulier, mais nous vous invitons à réagir entre vous, à vous interrompre, et bien sûr à lancer le débat, puisque c'est le but. Alors, nous aimerions lancer cet échange par un sujet, comme l'a dit Lydia, clivant, qui suscite beaucoup de débats et d'appréhension. Donc la décroissance, puisque le choix des mots et du vocabulaire a son importance dans les débats publics. Et si la croissance, qui ne signifie en fait que la croissance du PIB, est aujourd'hui l'indicateur central dans notre modèle économique, de nombreux autres termes ont vu le jour pour tenter de la remplacer. On parle ainsi de décroissance, d'accroissance, de post-croissance, de croissance verte également. Pourquoi avons-nous besoin en fait de faire référence à cette croissance toujours, même lorsqu'on essaye de la critiquer? Vincent Liéget, peut-être, je vais vous laisser commencer sur cette notion. Merci à vous. Alors le mot décroissance est assez ancien puisqu'il a été utilisé pour la première fois en 1972 par André Gorz, qui à l'époque était l'un des cofondateurs du Nouvel Observateur, lors d'un débat autour de la publication du rapport du Club de Rome, le rapport Meadows, limite à la croissance. Et à la même époque, il y avait aussi des débats au sein
du Parlement européen, de la Commission européenne, sur le fait qu'on est aujourd'hui pris dans un système économique, et tous les traités européens s'inscrivent dans cette logique-là, qui nous rendent toxicodépendants de la croissance économique. Et il revient au début des années 2000. C'est un publicitaire qui est devenu un anti-pub, qui a eu cette idée géniale et qui s'est dit « il nous faut un slogan provocateur qui touche là où ça fait mal ». Et quand on utilise le mot décroissance, ça fait mal. C'est-à-dire qu'on est tellement baigné dans la religion de la croissance, on est tellement baigné dans cette logique du toujours plus fort, toujours plus loin. Et cette croyance implicite peut discuter que plus serait suffisant pour faire sens, serait suffisant pour être meilleur. Et il s'est dit surtout, il nous faut un mot qui pose les bonnes questions, qui s'attaque à quelque chose de central et d'important, mais qui ne soit pas récupérable par un système qui récupère tout. On est dans une société dominée par la publicité, par les fake news généralisées autour de la publicité, par le marketing, par la communication. Et on a pu voir comment ces 20 dernières années, depuis que le terme décroissance est arrivé dans les débats, comment les uns après les autres, les termes ont été vidés de leur sens, ont été galvaudés, ont été réappropriés, récupérés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on va dans un supermarché, on trouve les mêmes produits qu'il y a 20 ans, seulement les slogans ont changé. On peut acheter des produits responsables, fair trade, bio, écologiques, comme chez maman, etc., etc. Mais on n'a rien changé. Et le seul mot qui n'a pas encore été récupéré, c'est pour ça que j'y tiens, parce qu'il s'adresse vraiment, il pose vraiment les bonnes questions, c'est le terme décroissance qui nous invite à aller voir ce qu'il y a derrière. Alors, la décroissance, ce n'est pas décroître pour décroître, ce qui serait aussi stupide que la croissance qui consiste à croître pour croître, mais c'est vraiment de décroire, c'est de décoloniser notre imaginaire, c'est s'émanciper culturellement, économiquement, institutionnellement de la croissance et de commencer à penser des transitions démocratiques, sereines, vers de nouveaux modèles de société qui seraient construits sur d'autres valeurs. Et ces valeurs, ça peut être l'écoféminisme, la convivialité, l'autonomie, le care, la relocalisation ouverte. Donc il y a plein de mots chantiers, de mots de débats, etc. Et je suis très heureux de voir que ce terme qui avait un peu disparu des débats politiques et médiatiques en France, il était très présent à la fin des années 2000, début des années 2010, revienne à l'occasion de la primaire écologiste. Alors justement, c'est un terme qui a été très débattu dans les débats qu'il y a eu cette semaine dans les primaires écologiques. Monsieur Yannick Jadot, vous avez déclaré être décroissant pour le carbone, pour les pesticides, et croissant pour le bien vivre ensemble. Vous préférez peut-être le terme de croissance verte. C'est un terme qui ne fâche personne, mais qui ne convainc pas franchement non plus. Une sorte d'en même temps un peu prudent. Mais la croissance verte a-t-elle seulement un sens ? Bonsoir. Alors, j'ai jamais défendu la croissance verte. Vous me trouverez jamais une déclaration où je dis que je suis favorable à la croissance verte. Mais on vous a qualifié comme quelqu'un qui non, mais si vous voulez, en politique, vous êtes souvent qualifié. Et souvent pour vos adversaires. C'est le principe. D'ailleurs, s'il devait y avoir une décroissance en politique, ce serait la disqualification des concurrents et des adversaires, qu'on ait un débat plus respectueux à partir du moment où on est entre démocrates, même si on ne partage pas le même avis. Mais on reviendra sur, au fond, les qualificatifs, si ça vous intéresse, qui me sont donnés. Évidemment, et on porte en tant qu'écologiste, moi l'écologie c'est 30 ans d'engagement, on porte évidemment une autre conception de la société que la croissance du PIB. On l'a dénoncé. Il y a même eu à l'Assemblée une loi Sas pour essayer de déconstruire cet indicateur. Il faut transformer cet indicateur, il faut en prendre d'autres, avec des indicateurs qui parlent de notre prospérité collective, qui parlent des inégalités, qui parlent de l'accès à la culture, à l'éducation, qui parlent de notre santé, qui parlent évidemment de notre empreinte écologique. Et c'est assez marrant parce que tu mentionnais tout à l'heure les années 2000. Même le président Sarkozy, qui est quand même un défenseur acharné d'un modèle libéral dont on voit aujourd'hui à quel point il est écocidaire, inégalitaire et finalement déconstruit aussi la démocratie. Il avait convoqué le comité des Nobel avec Stiglitz, Amartya Sen, pour penser d'autres indicateurs de richesse collective. Donc c'est ça le sujet. C'est au fond qu'est-ce qu'on veut pour la société.
Et tu l'as bien dit, moi, je suis un peu plus âgé que toi. Je me souviens, et tu dois t'en souvenir avec moi, de Serge Latouche, de Paul Ariès, tout le travail qui était fait sur effectivement la décroissance, mais comme tu l'as dit, comme un mot obus pour s'interroger sur la croissance et pour voir tous les dégâts qui sont liés à cette croissance, où au fond, prenons un exemple simple. Les pesticides, c'est génial pour la croissance. C'est génial. C'est produit parfois à l'autre bout du monde, ça coûte cher, faut du pétrole, c'est transporté assez largement, il faut être très équipé en matière agricole pour pulvériser les pesticides, de plus en plus cher. Ça génère des eaux polluées qu'il faut traiter, donc ça génère des maladies chroniques, ça génère, bon, bref, ça génère une activité immense avec d'énormes dégâts sur la société. À l'inverse, l'agriculture bio, qui est quand même pas... je te reprends un peu tout à l'heure, tu dis on voit dans les supermarchés l'agriculture bio, je pense que c'est une vraie transformation du système agricole. C'est pas simplement du greenwashing, mais bon. En tout cas, moi, je la défends. Et donc, l'agriculture bio, évidemment, sort des pesticides chimiques. Il y a plus de paysannes, de paysans à travailler. Donc, ça fait beaucoup moins de richesse, de valeur ajoutée au sens du PIB. Donc, vaut mieux, évidemment, l'agriculture biologique sans pesticides que le système des pesticides. À l'inverse, où on pourrait prendre la pandémie, cette pandémie est à la fois synonyme, en tout cas l'année dernière, de récession économique au sens de baisse de l'activité du PIB, et en même temps, pour l'industrie pharmaceutique, c'est une énorme croissance. Le fait d'être malade participe de la croissance du PIB, en tout cas du PIB, de l'activité, de la valeur ajoutée. Mais on est aussi dans un moment où il nous faut investir massivement dans l'isolation des logements pour réduire nos consommations d'énergie, pour que les familles aient moins froid l'hiver, moins chaud l'été, pour qu'on installe aussi des artisans, qu'on installe des métiers, des activités. Il nous faut déployer les énergies renouvelables, il nous faut investir dans l'économie circulaire, celle qui lutte contre le gaspillage, l'obsolescence programmée, celle qui crée des tissus d'entreprises, de services à l'échelle de nos territoires. Donc je pourrais développer. Et à la fin, le sujet qui me concerne, qui m'intéresse, c'est pas de savoir si ça a fait de la croissance ou de la décroissance. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si les objectifs auxquels nous voulons contribuer, rester sous 1,5 degré de réchauffement climatique, maintenir le vivant, combattre les injustices, faire qu'on vive bien à l'endroit où on vit et dont on vit, pour prendre les termes de Latour, c'est ça qui m'intéresse. Et quand je m'adresse, il y a eu le débat à la télé, bon, il y a une personne qui défend la décroissance, c'est Delphine Batho. OK ? Bon. C'est son choix, pourquoi pas, voilà. Bon. Mais si je vais à la télé, que le débat c'est entre la décroissance et ce à quoi le mouvement écologiste a travaillé depuis de nombreuses années en réfléchissant à cette question de la décroissance qui est la post-croissance, reconnaissez qu'on risque de faire 2,5% à l'élection présidentielle parce que personne ne comprend rien et qu'on a l'impression que les écologistes ne s'intéressent pas à leur vraie vie. Quand je vais dans les quartiers populaires, la question qu'on me pose, c'est quand est-ce qu'on investira dans mon logement ? Quand est-ce que j'aurai un bus ou une ligne de métro pour que je n'ai pas à prendre ma bagnole ? Comment on va m'aider pour que mes enfants mangent bien et mangent sain ? Et je peux multiplier les exemples quand je vais dans les usines. Si je commence dans les usines à dire « Bon alors les amis, votre usine va fermer », et pourtant, je pense que telle usine de sidérurgie, telle usine de silicium, on en a besoin parce qu'on a quand même besoin de sidérurgie et que je préfère la sidérurgie encadrée par des lois climatiques, encadrée socialement sur nos territoires que l'usine de sidérurgie de la Chine. Bon, et quand je dis ça, si j'arrive, les gars, ils sont en train de se battre pour garder leur boulot, je leur dis, écoutez,
mon sujet, c'est la décroissance. Je vais vous expliquer, parce qu'en fait, on passe plus de temps à expliquer la décroissance qu'on passe du temps à parler de ce qui concerne au plus près les gens. J'ai cette inquiétude-là. C'est pour ça qu'on n'en parle plus. C'est pas qu'on a rejeté le débat. On continue à en débattre entre nous. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle urgence, il y a une telle distance entre la politique et les citoyennes et les citoyens que ma position, c'est de leur parler directement de ce qui les concerne, plutôt que... et je pense qu'en fait, on défend globalement les mêmes choses. Mais c'est de partir de leur situation plutôt que de partir de ma pensée ou de mon approche théorique des sujets. Allez-y, si vous voulez réagir à ce qu'a dit M. Jadot. Juste une chose rapide. Moi, je veux bien parler quand même. Allez-y. Ouais. Non, parce que je veux bien être la fille au centre de la... Mais pas la fille muette au centre de la scène. Moi, je trouve que par rapport à ce qu'ont dit Vincent et Yannick, il y a un sujet qui est au fond que la décroissance soit un terme abstrait et quelque part qui soit un terme qui au fond peut être utilisé par ceux qui ont déjà beaucoup cru. Je pense qu'il y a un vrai sujet, il existe sur le nord-sud, mais il existe aussi, tu le disais, sur les quartiers populaires. Et moi je voudrais juste partir de 2 exemples, je ne suis pas une grande théoricienne. Je ne sais pas si vous avez lu les contributions qui ont été faites sur le site du grand débat national qu'avait initié Emmanuel Macron. Ces contributions personnelles, étaient très souvent des contributions de personnes disant qu'elles avaient des revenus modestes. Je ne sais pas si c'était les quartiers populaires auxquels tu te référais, Yannick, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont été de simples citoyens, qui ont été contribués. Peut-être que ça annonçait le succès de la Convention citoyenne. Et quand on lisait ces contributions, beaucoup disaient, au fond, moi, je fais les choses à mon échelle, c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de moyens, mais je recycle, je mange comme ça, j'essaie d'acheter des produits qui soient bio, j'essaie de ne pas trop me déplacer. Enfin, il y avait une espèce de mode de vie frugal qui transparaissait à travers ça. Et puis, il y avait aussi un cri de colère qui était « moi, je fais les choses à mon échelle, mais je sais très bien qu'à une autre échelle, à l'échelle mondiale, du côté des entreprises, du côté des États, du côté de ceux qui ont de l'argent, les choses ne sont pas faites. » Et moi, je pense que la question de la décroissance, ça ne peut pas être jeté comme ça, comme un mot abstrait, dans une situation qui serait abstraite, qu'il faut tenir compte du contexte dans lequel on se parle. Et l'enjeu, c'est évidemment que dans un contexte d'extrême méfiance vis-à-vis des politiques, de sentiment que les inégalités, enfin c'est pas un sentiment, les inégalités se sont accrues, et à l'évidence, les gilets jaunes, ce qui se passe depuis le déni au fond par rapport à la Convention citoyenne, est quelque chose qui monte sur l'idée qu'il y a une écologie qui tomberait d'en haut, et qui serait au fond une écologie qui pourrait être celle de la décroissance ou de l'augmentation des taxes et qui au fond creuserait les inégalités, cette question de ne pas lancer d'en haut, je pense que la décroissance peut être un mot au but, mais que la question c'est qui l'utilise et comment est-ce qu'on fait en sorte que ça donne le sentiment que ça sera du mieux vivre par rapport à ceux qui aujourd'hui ont la claire réalité qui est qu'ils vivent moins bien que lorsqu'on ne parlait pas d'écologie. On parle de plus en plus d'écologie, mais il faut le constater, la justice sociale, l'injustice sociale augmente presque au fur et à mesure qu'on parle d'écologie. Et d'ailleurs, c'est une question qui est largement posée aux écologistes politiques, parce qu'ils ne donnent pas forcément le sentiment dans leur prise de position, ils sont souvent théoriques, parfois ils manquent d'empathie, et cette question d'aller à la rencontre de ceux qui te disent moi je décroît à mon échelle, mais je sais que les entreprises croissent à l'échelle mondiale, et quelque part que la question des résultats financiers de court terme l'emportera toujours, on me demandera de décroître, ou on parlera de manière abstraite ou théorique ou universitaire de la décroissance, mais on sait très bien que ça ne rentrera pas dans les faits. La deuxième exemple que je voulais donner, peut-être l'avez-vous vu, il y a eu un accord qui a été conclu entre la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, et puis les Verts écossais. C'est une première au Royaume-Uni, c'est en Écosse. Et dans cet accord, il est clairement écrit qu'il n'y aura plus de projet routier, donc il y a une décroissance de ce qui se fait par rapport au projet routier. Et en même temps, il y a un fonds qui est créé pour reconvertir l'ensemble des travailleurs des secteurs gaziers et pétroliers, parce qu'on sait que la reconversion sociale, c'est nécessaire. Et ça représente plusieurs points du PIB écossais. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que là, on fait le lien entre une mesure du PIB. Moi, je trouve le débat sur les indicateurs, je vais être très franche, je trouve que c'est un débat qui n'a pas d'issue. Pourquoi ? Parce que Yannick le rappelait, la commission Stiglitz, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a faite. À un moment, il était, les 2 premières années de son mandat, il a fait le Grenelle de l'environnement, ce qui a d'ailleurs permis à Yannick de s'engager en politique. Il a fait la commission Stiglitz.
Mais après, il a dit l'écologie, ça commence à bien faire en 2011, et donc il a complètement retourné sa veste. Et la question des indicateurs, vous savez, le sujet, c'est qui les utilise, qui est au pouvoir. Et je crois que la question des indicateurs ne permettra pas, à mon avis, de résoudre concrètement les choses. Mais en revanche, il faut des accords politiques comme cet accord écossais, où on adosse le fait de décroître dans certains champs qui sont des champs traditionnellement extrêmement polluants, mais aussi extrêmement emblématiques, au fond, de ce que c'est que la croissance économique. On les adosse à un fonds de conversion sociale. Et au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à chacun, voilà, les choses sont calées, tout le monde aura sa chance, il n'y en aura pas qui vont être condamnés à la décroissance parce qu'ils habitent là ou qui sont déjà pauvres, tandis que d'autres continueront à croître. Je crois que c'est ça le sujet, c'est de retrouver la confiance politique. Je peux me permettre juste un petit commentaire. Tu as raison sur... Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a un sujet où on a vraiment besoin de nouveaux indicateurs, c'est comment on définit les politiques publiques et comment on définit le projet de loi de finances. Parce que de la façon dont on construit la prospérité collective, qu'on évalue le projet de loi de finances, c'est pas pareil si on est sur le PIB ou si on est sur d'autres indicateurs. Donc là, je pense qu'il y a une vraie entrée sur d'autres indicateurs pour forcer de nouvelles décisions de politique publique. Ce qui compte, c'est qui fera les indicateurs et qui les appliquera. Deux choses pour rebondir un peu là-dessus. La première, contrairement, et c'est contre-intuitif, surtout si on regarde les médias dominants et les débats politiques dominants, à part ces dernières semaines autour de la primaire écologiste, une majorité de Françaises et de Français se dégage depuis plusieurs années. Et étude, enquête, après enquête, ça ressort. Une des dernières a été faite par le MEDEF, qui s'en désole, qui montre que 67% des Françaises et des Français croient plus en la décroissance pour répondre aux enjeux du XXIe siècle qu'à la croissance verte, qu'à l'innovation technologique et ainsi de suite. Donc moi, ça fait quand même une quinzaine d'années que je tourne un peu partout en Europe pour parler de décroissance, bien loin de ce que on croit dans les médias, en particulier quand on va aussi dans les quartiers. J'ai beaucoup travaillé avec les Gilets jaunes. J'ai été un des premiers à sortir une tribune dans Libération dès début novembre pour dire qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus complexe et d'intéressant autour des Gilets jaunes. En fait, les gens sont prêts à faire ce pas de côté, comme vous le disiez. Et les gens aussi ne veulent plus entendre parler de discours politiques creux. Ils ne veulent plus qu'on leur vende tous ces discours, le développement durable, la croissance verte. Ils n'y croient plus. Et je crois que ce terme décroissance a cette grande force d'être clair. Le deuxième point, c'est si on passe vraiment aux choses sérieuses. Isolation thermique, telle que Yannick le propose et les écolos le proposent. Il faut le faire, c'est une urgence. Relocalisation de nos productions. Notamment point de vue alimentation, aller vers le bio. Si on passe vers le low-tech, vers des solutions techniques relocalisées, que les citoyennes et les citoyens se réapproprient avec des choses conçues pour durer, pour être flexibles, modulables, réparables, partageables, etc. Ben, on ne fait plus de croissance économique dans un modèle économique qui est toxico-dépendant à la croissance. Pour citer, paraphraser Hannah Arendt qui disait « il n'y a rien de pire qu'une société de travail sans travail, il n'y a rien de pire qu'une société de croissance sans croissance ». Ça s'appelle la récession. C'est ce qu'on a vécu au moment le plus dur de la pandémie. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas de changer d'indicateur. Il faut changer d'indicateur, ça permet de voir l'impact de politique et c'est intéressant d'avoir des retours sur quels sont les impacts des politiques qu'on met en place. Mais c'est de réinventer tout un système économique. C'est, pour citer Karl Polanyi, vu que je vis à Budapest, le Hongrois d'origine, c'est de réencastrer l'économie, de se réapproprier les outils économiques au service d'une politique, de sortir de cet ultralibéralisme, de repenser, Yannick travaille à la Banque, pas la Banque Centrale Européenne, au Parlement Européen, à repenser justement le rôle, la gouvernance des banques centrales. Voilà, pas encore, le lapsus était là. Repenser le rôle, la gouvernance de la Banque Centrale Européenne, de repenser le rôle joué dans notre société par cette financiarisation de l'économie devenue complètement folle, de mettre en place des audits citoyens partout en Europe, des dettes publiques, des dettes privées, de sortir de ces questions de dette que l'on ne remboursera jamais, on n'aura plus de croissance. Et puis de repenser aujourd'hui un argent qui est créé autour d'une logique de argent-dette,
qui n'est plus dans une logique de créer toujours plus de dettes, de créer toujours plus de pression économique autour de ça, mais au contraire, de penser d'autres choses. Je pense notamment au commun, de penser les gratuités, de penser d'ouvrir le débat du revenu de base, revenu inconditionnel d'existence, qui peut être un levier formidable pour recréer de l'autonomie et de faire des citoyennes et des citoyens, des actrices et des acteurs du changement, des transformations. Et le problème, il est, c'est que si on reste dans la même logique économique, avec les mêmes institutions politiques, économiques qu'on a et qu'on essaye de faire de la décroissance de ce qui est toxique et d'améliorer ce qui ne va pas, ça va clasher parce que le système n'est pas construit pour faire ça. Il faut transformer en profondeur toutes nos institutions. Alors, justement, pour rester un petit peu sur l'application concrète de ce modèle nouveau de société que vous défendez, en fait, on ne voit pas véritablement comment les coopératives locales et solidaires d'initiatives citoyennes pourraient s'imposer véritablement face aux grandes multinationales. Et d'un autre côté, dès qu'on parle de réformes à plus grande échelle, ça effraie immédiatement. La baisse de la productivité est immédiatement associée à une hausse du chômage, à l'impossibilité de continuer à financer le système social ou encore à investir dans les énergies vertes. Comment est-ce que vous appréhendez cette impasse qui en est une, et comment est-ce qu'on peut en sortir rapidement en fait? Alors moi, je parle d'une non pas de croissance, mais de l'extension ou d'un développement horizontal qui part du bas de manière décentralisée de la transformation de la société. Il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut jouer. Un des leviers les plus importants et l'un des blocages les plus importants, c'est le fait qu'on soit encore pris dans une société de travail, que beaucoup de gens souffrent de ne pas avoir de boulot, d'être chômeurs avec toutes les humiliations, les conséquences économiques que ça peut avoir. D'autres personnes souffrent d'avoir trop de stress ou des boulots qui sont aujourd'hui dénués de sens ou qui vont à l'encontre de leurs valeurs. Il y a plus de 50% des cadres qui en France qui déclarent que dans leur quotidien, ils sont amenés à faire des choses, à prendre des décisions, à imposer des décisions qui vont à l'encontre de leur éthique. Donc il y a énormément de problèmes. Donc premier levier, peut-être dégager du temps autour d'une logique de travailler moins pour travailler toutes et tous sur une base volontaire. Donc par exemple, moi quand j'étais ingénieur dans une grande boîte à Paris et que je voulais passer plus de temps à m'intéresser à la décroissance ou au mouvement vélo à Paris, je suis allé voir mon chef et j'ai dit j'aimerais passer à un temps partiel. La réponse a été claire, c'est soit tu démissionnes, soit tu continues à bosser 60 heures par semaine. Donc on pourrait avoir un droit opposable au temps partiel. On pourrait avoir la généralisation tous les 5 ans d'une année sabbatique dans laquelle on peut dégager du temps pour s'occuper de ses enfants, pour lire, pour voyager, pour rencontrer, mais aussi s'investir dans la vie locale autour des initiatives citoyennes, autour des alternatives, l'expérimentation, etc. Un deuxième levier, moi, qui me semble extrêmement intéressant dans cette logique, c'est ce que j'ai déjà évoqué rapidement autour du revenu de base, mais qui peut être étendu aussi à des gratuités, gratuité des premiers litres d'eau et renchérissement du mésusage pour cette même eau, gratuité par rapport à une consommation raisonnée de l'énergie, des transports en commun, donc un certain nombre de réflexions avec autour des délibérations citoyennes sur qu'est-ce que le bon usage, qu'est-ce que le mésusage, comment on repense les communs, comment on repense des redistributions. Alors ça va amener, quand on parle des inégalités, la mise en place d'un revenu maximum acceptable, la mise en place aussi, puisque les inégalités sont surtout portées aujourd'hui par les questions de patrimoine, je crois qu'il va falloir ouvrir ce débat extrêmement compliqué autour de l'héritage, autour du patrimoine, autour du droit d'usage par rapport contre le droit de propriété quand le droit de propriété va à l'encontre de l'intérêt général. Et ça, c'est des sujets très complexes qu'il va falloir aborder de manière sereine, qu'il va falloir aborder de manière démocratique en inventant, comme on l'a fait avec la Convention citoyenne pour le climat. On est sorti d'un blocage extrêmement violent autour des Gilets jaunes en étant créatif et en inventant de nouvelles institutions politiques, de nouvelles institutions démocratiques. Et je crois que là, il y a tout à réinventer. Et très souvent, moi, je dis que on pourrait très facilement, quand on lit tous les bouquins sur la décroissance, remplacer le terme décroissance par le terme démocratie. Et je crois que l'enjeu central aujourd'hui, il est de faire revivre la démocratie. Et on voit à quel point, quand on a du débat d'idées, du débat théorique sur la décroissance, ça intéresse les gens. Moi, j'ai observé aujourd'hui les débats qu'il y avait sur Twitter, sur les réseaux sociaux autour de moi. Ce qui s'est passé hier soir à la primaire écologiste intéresse les gens. Et je crois qu'il y a des aspirations, il y a des attentes dans la société à la décroissance, comme je le disais tout à l'heure d'après les enquêtes d'opinion, et surtout à redébattre, à se réapproprier le sens que l'on souhaite donner à nos vies, à se réapproprier ce questionnement, quels sont réellement nos besoins fondamentaux et comment on y répond de manière juste, transparente et soutenable.
que je peux dire un petit mot par rapport à cette question? Je trouve que la question sur les entreprises, les coopératives et comment les citoyens sont dans le secteur économique et comment l'économie continue à être organisée autour de la mondialisation et des grands groupes, ça c'est quand même une question fondamentale. C'est-à-dire que quelque part, c'est autour de ça qu'il y a l'idée qu'il y a une impossibilité, au fond, de faire le lien entre économie et écologie. Et ça, c'est un point essentiel. Je trouve qu'en ce moment, par exemple, ce qui se passe sur l'éolien, tout ça pour dire que je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'a dit Vincent n'était pas très intéressant et que ce n'était pas des vraies propositions politiques. Mais il y a cette question qui est tout le temps posée aux écologistes politiques, c'est au fond, est-ce que vous avez un principe de réalité? Et ça, il faut l'affronter quand on se présente à une présidentielle. Ce qui se passe aujourd'hui sur l'éolien est très intéressant. Le gouvernement a décidé de rattraper tout le retard qui existait en France sur les énergies renouvelables, à cause évidemment du blocage créé par le fait de l'existence de l'industrie nucléaire. Donc on rattrape à marche forcée, et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on organise l'implantation de l'éolien sur des territoires en n'ayant pas justement associé démocratie et écologie, et on le fait dans une situation où quelque part on laisse au mouvement anti-éolien l'angle démocratique. Ça, c'est un point essentiel. La manière de lutter contre ça, c'est évidemment d'associer davantage les citoyens à l'éolien avec des coopératives, mais ce qui est répondu dans ce cas-là, c'est que l'éolien citoyen, ce sont des petits champs, des petites coopératives, et que ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu, puisqu'il faut avoir une dynamique qui est au fond d'une dynamique d'éolien, qui est une dynamique mondialisée, avec des grands groupes capitalistiques qui produisent dans l'ensemble du monde, avec des financements, etc. Et moi, je pense que ce qui se passe est très intéressant, parce que quelque part, si on arrive à implanter l'idée de l'éolien citoyen, on arrivera déjà à changer la relation des Français par rapport au fait d'être entrepreneur, c'est-à-dire que l'idée de l'entrepreneur citoyen, c'est quand même quelque chose... Je ne sais pas comment ça se passe à HEC, mais de manière générale, si vous dites entrepreneur-citoyen, ou que ce soit en France, ça fait quand même ricaner. Donc il y a un sujet sur le fait de changer de culture par rapport à la place qu'on donne à l'entreprise et la possibilité d'imaginer qu'on replace l'argent à sa juste place. Ce qui existe apparemment davantage en Allemagne, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, mais on n'est pas obligé de faire tout le temps du benchmarking en pensant que c'est mieux ailleurs. Mais en tout cas, c'est un point essentiel. C'est pour répondre à votre question, Lydia, c'est pas parce que c'est petit que c'est pas emblématique et que ça crée pas des dynamiques et que ça crée pas l'envie, par exemple dans les grands groupes, que les salariés soient davantage associés à la décision et qu'ils changent leur attitude par rapport à leur patron. Le manifeste pour un réveil écologique, j'ai compris qu'il y avait pas mal d'étudiants d'HEC qui l'avaient porté. Quelque part, il disait la même chose que ce que dit Vincent, c'est-à-dire je vais voir mon patron et j'abandonne pas mon vélo à la porte de l'entreprise. Je veux pouvoir être associé à un système de décision, à une évolution de l'entreprise. Après, il reste concrètement à le montrer. Et ça me semble être essentiel. Mais c'est vrai que ce n'est pas satisfaisant de dire que l'économie sociale et solidaire, c'est merveilleux, qu'on va créer la modification des multinationales dans le monde entier. La deuxième chose que je voulais dire sur le partage du temps de travail, moi ça a été rappelé, j'ai été socialiste, j'ai participé comme conseillère à Matignon à la question des 35 heures, et moi ce qui m'a beaucoup marqué, moi je ne trouve pas que la Convention citoyenne pour le climat ait été une merveilleuse réussite à ce point. Ça a permis à un certain nombre de personnes de se dire qu'elles étaient plus écologistes que ce qu'elles étaient quand elles sont entrées dans la salle, mais ensuite les débats autour de la vraie loi climat, de la fausse loi climat, ça montre quand même qu'il y a une vraie difficulté à passer à l'acte. Il y a une proposition qui n'a pas été adoptée, parce que ça n'aurait pas fait sérieux, c'était le partage du temps de travail. Ça montre bien qu'entre 98 et 99, quand Lionel Jospin propose les 35 heures, et c'était dans le cadre d'une majorité plurielle, où il y avait les Verts, où il y avait donc les socialistes, les communistes, donc c'était un gouvernement de gauche pluriel, et c'était une proposition venue plutôt du PSU au départ, une vieille proposition, et des Verts, eh bien aujourd'hui on a plutôt régressé sur le partage du temps de travail. Et moi je pense que ça c'est un sujet sur lequel il faut pouvoir remettre les choses sur la table. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a une dynamique de l'histoire qui fait que toujours l'écologie politique progresse. Sur le partage du temps de travail, il y a plutôt l'idée qu'aujourd'hui, avec la croissance des inégalités, ce qui compte, c'est de gagner correctement sa vie. Et par ailleurs, la mise en œuvre des 35 heures a été mauvaise. Elle a donné le sentiment d'accentuer les inégalités et de favoriser ceux qui étaient déjà protégés. Donc il faut toujours penser les modalités de mise en œuvre, parce que sinon, on aura quelque part les classes populaires contre soi. Elles ne voteront plus, elles iront voter aux extrêmes. Là-dessus, tu as parfaitement raison. Et ce que tu dis sur la mise en œuvre des 35 heures et au fond, c'est quoi la gouvernance d'entreprise? Les deux sont liés en fait.
Alors certes, il n'y a pas forcément à faire du benchmarking tout le temps sur l'Allemagne, mais quand ils font des trucs bien, je pense que c'est bien aussi de s'en inspirer. Quand la coalition en Allemagne, à la fin des années 90, coalition SPD, socialiste et vert, décide la sortie du nucléaire, ce qui va booster les énergies renouvelables, en fait, ce n'est pas la sortie du nucléaire. Ce qui va booster les énergies renouvelables, c'est qu'ils vont passer une loi sur les coopératives et les capacités de financement des coopératives. Et ça va faire que 80% des énergies renouvelables installées en Allemagne relèvent des coopératives et non pas des grands groupes énergéticiens. Quand en France, les premières coopératives citoyennes sur l'éolien se sont montées, notamment en Bretagne, à Bégane, il a fallu des années pour obtenir l'autorisation de l'autorité des marchés financiers pour créer ce qui est aujourd'hui devenu énergie partagée, pour que les citoyens puissent participer financièrement et que l'association soit reconnue financièrement par l'État. Donc ça dit aussi la différence de modèle. De la même façon, évidemment, nous portons le système à l'allemande de codécision dans les entreprises, où dans les entreprises, notamment les grandes, c'est 50% des salariés dans les conseils d'administration. C'est un enjeu extraordinaire d'implication des salariés dans la dynamique de l'entreprise, dans la vie de l'entreprise comme dans sa stratégie, avec des droits de veto sur un certain nombre de sujets. Et pourtant, l'industrie allemande est puissante. Donc ce n'est pas un frein à l'innovation, ce n'est pas un frein au développement d'un certain nombre d'entreprises. Au contraire, c'est un élément de performance collective. La démocratie en entreprise est un élément absolument essentiel. Il y a juste une chose que tu n'as pas dite, c'est que, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'était un hasard, Lydia, mais quand vous posez la question sur l'ESS et les grands groupes, vous ne parlez pas de l'État. Et moi, je voudrais quand même dire une chose, et toi, quand tu parles de décroissance, tu parles très peu de l'État. Et moi, qui suis... moi, je viens de Ma question portait sur les Oui, réformes, mais justement. au fond, ce qui compte, c'est la régulation. Enfin, si on organise la décroissance, il faut aussi un pouvoir de régulation de l'État, en fait. Absolument, c'était le centre de ma question. Voilà. Et j'expliquais qu'il y avait un blocage qui se faisait des deux côtés. C'est Et je ça. me demandais comment on Et la régulation, moi, je me rappelle d'un débat à Europe Écologie Les Verts aux journées d'été, où il y avait un atelier qui s'appelait planification écologique. Et il y a eu un débat entre verts, parce qu'il y en avait qui étaient à fond pour la planification écologique, c'est-à-dire la façon dont l'État pouvait jouer un rôle de régulation et de planification des secteurs qu'il faut favoriser si on organise une économie plus écologique, et d'autres qui disaient mais non, l'État, au fond, c'est l'ennemi. Et par rapport à ce que vient de dire Yannick, c'est quand même important d'avoir en tête qu'en France, on n'a pas un modèle allemand au sens où l'État joue un rôle de régulation puissant, qu'on a un modèle centralisé, qu'on a un président de la République, etc., et que du coup ça fait d'ailleurs une campagne présidentielle. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir en tête que ce ne sont pas les entreprises toutes seules qui vont changer. Et pour le coup, il y a aussi, dans l'écologie, me semble-t-il, il n'y a pas seulement la question des biens communs, il y a aussi la façon dont il faut changer l'État, qu'aujourd'hui, il y a une multiplication des procès climatiques pour demander un autre État. Ça me semble être un indice assez important qu'il y a du côté des citoyens l'envie qu'on gère autrement les politiques publiques, les budgets, et puis ceux qui incarnent le pouvoir. Et ces politiques publiques, justement, ne devraient-elles pas être remises aux collectivités locales ? Par exemple, dans le cas de la rénovation énergétique des bâtiments, on a un plan national, mais qui est très mal exécuté pour l'instant d'un point de vue local, dans le cas même de l'installation des énergies renouvelables aussi. Donc est-ce qu'on ne devrait pas avoir des transferts de compétences bien plus importants, que ce soit aux régions, aux collectivités locales, aux municipalités ? Alors, moi, je suis sûre que tout le monde va dire oui ici, mais moi, je tiens quand même à dire que le problème présidentiel en France, c'est que autant de régions, autant de présidents, et autant de maires, autant de présidents. Donc le sujet, dans ce cas-là, c'est qu'il faut avoir une autre culture de l'action publique et faire en sorte que les choses soient simplifiées pour les citoyens et pas que chaque région, par exemple, dise « moi, je fais plus que celle d'à côté », que chaque maire dise « moi, je fais plus que celui d'à côté » en mettant en place des dispositifs qui lui sont propres. Il ne faut pas imaginer que par nature, quand on enlève une chose à l'État, les choses sont plus simples lorsqu'on rapproche les choses des citoyens, parce que les administrations, elles ont une capacité à être complexes en France, beaucoup dans les collectivités locales. Les régions sont par exemple des guichets extrêmement compliqués à utiliser, avec des procédures qui dépendent de chaque région. Et je pense que la simplification, elle doit naître d'une véritable coordination, moi me semble-t-il, entre acteurs publics.
Je voudrais revenir, j'ai quand même beaucoup parlé de l'État, puisque j'ai parlé de la question de la gouvernance des banques centrales, la question de la création monétaire, la question du revenu maximum acceptable, la question de l'héritage, la question de questionner les patrimoines et les inégalités de patrimoine. Ça, on a un outil central pour le faire aujourd'hui, c'est l'État. Mais j'ai aussi parlé des communs. Et les communs, c'est repenser la propriété, ni publique, ni privée, mais autre chose. Et qui fait le lien aussi, je pense, avec votre question, qui dit commun. Par exemple, en période de pandémie, si on avait réfléchi commun, on aurait eu un autre rapport sur la propriété intellectuelle au niveau des vaccins, sur comment que tout le monde peut avoir accès aux vaccins à travers le monde, où il y a aujourd'hui des inégalités énormes à travers le monde sur l'accès aux vaccins. Il y a des problèmes en termes de transparence sur de l'argent public, donc notre argent qui est investi dans des laboratoires pharmaceutiques sans véritable contrepartie. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont très présentes. J'aimerais revenir sur les 35 heures, et je ferai le lien avec votre question. Les 35 heures, on a mis en place quelque chose qui était considéré comme un progrès, sur la logique de travailler moins pour vivre mieux. Et en parallèle, une certaine partie de la population française, elle rentrait chez elle après son boulot exténuant, qui souvent les 35 heures pour certains avaient rendu les conditions de travail encore plus difficiles, et ils regardaient la télé, on leur expliquait que pour être heureux, il faut consommer plus. Or, en parallèle, on leur a dit travailler moins pour gagner moins pour vivre mieux. Donc ce travailler moins pour vivre mieux a été très bien accueilli par une certaine partie de la population qui s'en est emparée, plutôt les cadres, et a été rejeté, ce qui fait que le candidat qui a été élu à l'élection présidentielle suivante, c'était travailler plus pour gagner plus. Et quand on parle, c'est pour ça qu'une fois de plus, moi je reste attaché au terme décroissance, c'est-à-dire que toutes les propositions que j'ai pu évoquer ou tous les débats qu'on doit avoir, il doit y avoir un ancrage culturel clair autour de la direction qu'on doit avoir. C'est pour changer les gouvernances de manière plus démocratique, comme on le fait en Allemagne, pour faire de l'industrie automobile, ça ne sert à rien. Parce que l'enjeu, c'est de sortir de l'automobile. Ce n'est pas uniquement d'avoir plus de démocratie pour détruire toujours plus vite la planète. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe. Et de la même manière, sur l'isolation thermique des bâtiments, on peut soit faire confiance aux grands groupes, ils savent faire, il y a des compétences, il y a des capacités à mobiliser ces compétences, il y a la capacité de répondre à des appels d'offres tels qu'ils vont être construits, puisqu'ils savent répondre à ce type d'appels d'offres, etc. Dans une logique du système actuel, on peut mettre en place toute une logique d'isolation thermique des bâtiments. C'est ce qu'a fait l'Allemagne. Et l'isolation thermique des bâtiments a entraîné un espèce d'effet rebond en Allemagne, où les gens, vu qu'ils avaient des factures moins élevées de chauffage, ils chauffent plus et au bout du compte, ils consomment plus d'énergie. Et ça n'a pas été accompagné de débats, de délibérations citoyennes, avec peut-être une réflexion autour du low-tech, une autre forme d'isolation thermique appropriée par les populations dans les territoires, autour d'autres formes de dynamique, etc. Et toute une réflexion. Pourquoi on fait l'isolation thermique? Quels sont les enjeux qu'il y a derrière? Et en Allemagne, ils l'ont fait, et c'est un échec. Et je pense qu'il faut tirer aussi ces enseignements quand nos amis à côté, ils font des choses très bien et qui s'avèrent être contre-productifs. Il y a peut-être quand même, pour répondre à la question de Bastien, il y a peut-être aussi l'idée qu'il faut que les collectivités locales, les acteurs publics travaillent davantage avec les citoyens. C'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui une culture de l'action publique où on est trop fermé à l'égard des associations, des citoyens, de l'expertise citoyenne. Dans la famille écologiste, l'idée que les citoyens sont experts, qu'ils sont acteurs, qu'ils sont entrepreneurs, c'est quelque chose de très important. Et c'est donc un changement aussi des rôles sociaux qui est impliqué. Et par rapport à ce que vous posiez comme question sur être plus efficace, moi je crois qu'une des conditions de l'efficacité, c'est pas seulement que l'État délègue aux collectivités locales, comme je le disais là-dessus, je suis assez sceptique et quelque part je suis une vieille routière de l'action publique, mais en revanche je suis passionnée à l'idée qu'il faut ouvrir les acteurs publics aux citoyens. Et ça, je l'ai beaucoup découvert à travers l'écologie, parce que là, c'est un peu ce que disait Yannick tout à l'heure, il y a l'idée, au fond, de rendre les citoyens acteurs. Michel Badré, qui était un des médiateurs qui avait été désigné au moment de la réflexion sur l'abandon de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui est un haut fonctionnaire du ministère de l'écologie, qui a une culture d'ingénieur au départ, m'a raconté qu'il avait été très impressionné par l'expertise des citoyens sur tous les enjeux de biodiversité par rapport à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, ce qu'on n'avait pas forcément anticipé du côté de l'État. Donc il y a aussi à organiser des relations plus équilibrées, me semble-t-il, entre ceux qui sont citoyens et s'impliquent pour les biens communs dans l'action publique, et arrêter de penser que les associations, c'est juste des associations qui quêtent de la subvention, alors que très souvent, au fond, je trouve qu'elles montrent vraiment le chemin. Elles sont précurseuses. Si je peux dire un mot sur la décentralisation.
Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, si vous regardez la façon dont est construit le plan de relance de ce gouvernement, il est construit à Bercy. C'est quelques hauts fonctionnaires autour d'une table qui décident ce que doit être le plan de relance. Ils ont recruté des préfets qui étaient déjà en place et des sous-préfets pour aller dire aux villes et aux régions ce qu'ils devaient faire en matière de relance. C'est totalement absurde. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. Je veux dire, cette idée que c'est à la fois Bercy et des préfets qui décident pour les territoires, ça ne peut pas marcher. Qu'il y ait une garantie de solidarité entre les régions, une évidence. Qu'il y ait un pacte républicain qui garantisse qu'on a, quel que soit le lieu de la République, en métropole ou en outre-mer, une école qui s'adresse à des publics en difficulté bénéficie de plus d'investissement de la collectivité qu'ailleurs. Ça doit être une règle sur l'ensemble du territoire. Mais aujourd'hui, moi, je suis très favorable à ce que ce plan de relance soit en partie délégué, transféré aux collectivités à charge pour elles. Et ça, c'est la règle, que ces collectivités, ces élus ne travaillent pas seuls pour faire simplement du petit État jacobin à l'échelle des régions. Mais que ce soit bien les collectivités, avec les associations, avec les salariés, avec les entreprises, avec les chercheurs, qu'ils pensent l'avenir de leur territoire, qu'ils pensent, qu'ils projettent l'avenir de leur territoire à 5, 10, 15 ans, et que, projetant l'avenir de leur territoire, ils se disent, voilà, comment on va mobiliser les outils de politique publique en matière d'investissement, en matière de formation, en matière de services publics, en matière de culture, en matière de tout ce que vous voulez, pour se dire voilà notre projection à 10-15 ans, et voilà comment, au fond, on va retrouver la confiance dans notre destin, dans le contrôle de notre vie, à l'échelle du territoire, parce que ça, c'est essentiel. Si on n'a pas les deux pieds dans la terre, on n'arrive pas. Et donc, on arrive à trouver cette confiance qui recrée aussi la société ouverte. Parce qu'on a besoin à la fois des communs globaux, mondiaux, je veux dire le climat, la biodiversité, j'allais dire même la solidarité, ce sont des communs globaux, mais on arrivera à les projeter à l'échelle globale, on arrivera à faire humanité que si on y arrive à l'échelle locale. C'est la maîtrise de sa vie, de sa mobilité, de son alimentation, de son éducation, de sa culture, de l'endroit où on travaille, de l'endroit où on s'investit, on s'engage, peu importe. C'est ça qui construit une société finalement. Et donc on a besoin d'un ancrage territorial. On a besoin, vous parliez tout à l'heure des régions. Il y a des régions qui font qui font plein de projets d'énergie renouvelable et c'est le préfet au nom de l'État central qui les bloque. Ça devient totalement dingue. Il faut stopper ça. Non, ce qui est intéressant, alors là, je vais réagir comme, comment dirais-je, moi qui ai beaucoup porté la question de changer l'État. D'ailleurs, je vous invite, je ne l'ai pas apporté, mais on a fait un numéro à la revue Esprit où il y a notamment un certain nombre de jeunes hauts fonctionnaires qui sont sortis de l'ENA avant qu'elle ne disparaisse, mais qui sont toujours bien présents, qui ont écrit sur ces enjeux écologiques. Et au fond, là, par rapport à ce que dit Yannick, il y a une question vraiment générationnelle, ou en tout cas, il y avait quelques pionniers, mais c'est clair qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de tribunes qui ont été écrites là-dessus, il y a une préoccupation d'inscrire dans l'action publique davantage d'écologie, de transformation énergétique, de préservation de la biodiversité. On a très peu parlé de nature depuis le début de la conférence. Donc il y a quelque chose qui travaille et effectivement, dans ce que tu dis, il y a un mode de fonctionnement, mais il y a aussi des personnes qui, quelque part, doivent changer. Et ça, c'est une question générationnelle. C'est une question aussi que les écologistes investissent davantage la question de l'État, parce que ça a été, pendant longtemps, au fond, dans la culture des écologistes, l'État, c'était ce qu'il fallait combattre. C'est-à-dire que c'est venu des luttes territoriales, c'est un parti qui est un parti fédéraliste, etc. Et je trouve ça très intéressant qu'à cette présidentielle, il y ait du côté de la droite des présidents de région qui se présentent, que Yannick vienne du Parlement européen, qu'on ne se retrouve plus avec un profil, un parcours qui est un parcours où forcément il a fallu être ministre, il a fallu être au sein de l'État. Et là, je pense qu'il y a un sujet territorial, mais il y a aussi un sujet sur comment les échelles travaillent entre elles. C'est-à-dire que la question européenne, ce que tu dis sur le plan de relance français,
je pense qu'on peut aussi le dire sur le plan de relance européen. C'est-à-dire que j'espère qu'Ursula von der Leyen va pouvoir travailler d'une manière telle qu'elle rende concret le plan de relance et que les milliards, les centaines de milliards, les 1000 milliards qui sont annoncés redescendent vraiment et qu'il y ait quelque chose qui se passe au-delà des effets d'annonce. Et ça, c'est un sujet de méthode qui concerne aussi bien l'Europe que l'État central. C'est dès qu'on est éloigné du réel, comment est-ce qu'on s'en rapproche? Alors là, mauvaise nouvelle sur le plan de relance européen, parce que c'est exactement l'inverse qui s'est fait. On a renationalisé beaucoup les politiques publiques. Le plan de relance, c'est un soutien aux États. Et il a été en partie financé par le sacrifice de politiques communautaires. Tout ce qu'on portait sur Erasmus, tout ce qu'on portait sur une politique européenne de santé, tout ce qu'on portait sur ce qu'on appelle les fonds de transition juste. C'est-à-dire qu'on engage la transition écologique sur les territoires, mais on trouve les processus de sécurisation professionnelle qui permettent d'éviter les dégâts sociaux. Tous ces budgets-là, et toute cette pensée européenne de politique commune a été sacrifiée pour mettre de l'argent géré uniquement par les États. Là, pour le coup, c'est un recul. À la fois, c'est une avancée du point de vue de la dette commune, bon, voilà, mais c'est un recul du point de vue d'une approche européenne de notre avenir en commun. J'aimerais développer l'idée qui nous plaît beaucoup dans la décroissance, qui est cette notion de relocalisation ouverte, qui fait le lien avec ce que vous évoquiez. Donc il faut relocaliser, parce que ça n'a pas de sens aujourd'hui de produire tout et n'importe quoi pour le faire voyager partout à travers le monde. Un yaourt qui fait 4000 km ou 10 000 km, c'est un non-sens environnemental, énergétique, humain. Donc il faut rompre avec ça, donc il faut relocaliser naturellement pour ces questions-là, mais il faut surtout relocaliser pour se réapproprier la conscientisation des impacts humains et environnementaux de cette pseudo-liberté de consommer que l'on a. Aujourd'hui, on a pris plein de mauvaises habitudes de consommation. Nous tous, il n'y a pas de posture moraliste dans ce que je dis. On va aller au supermarché acheter des choses parce qu'il faut se nourrir, parce qu'il faut s'habiller, etc. Et on va par là même cautionner des choses qui, d'un point de vue éthique, on ne cautionnerait pas si on était mis face aux impacts environnementaux et humains de ce que l'on fait comme choix. Et cette relocalisation, elle s'accompagne aussi sur une logique de subsidiarité d'une relocalisation ou de la démocratie, repenser les outils démocratiques, etc. Puisque d'un seul coup, on redevient actrice, acteur de ce que l'on produit, de ce que l'on consomme. Et puis les débats, les délibérations citoyennes autour de tout ça prennent beaucoup plus de sens, parce que c'est facile de prendre des décisions, d'aller exploiter des enfants à l'autre bout du monde, d'aller détruire des territoires à l'autre bout du monde, et ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui est pour moi un outil de transition et culturelle et démocratique extrêmement puissant. Et on parle de relocalisation ouverte, parce qu'il ne s'agit pas de se replier sur soi-même. On a plus que jamais besoin d'ouverture pour échanger sur les bonnes pratiques. Et il y a des bonnes pratiques partout à travers le monde, pour échanger aussi sur les écueils que peuvent porter certaines approches, certains projets, etc. Et puis, cet été nous l'a rappelé de manière extrêmement inquiétante aussi, ouverte pour des solidarités par rapport à des situations de catastrophes qui deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes, où il va falloir penser l'hospitalité, penser toutes ces logiques d'ouverture, de dialogue et d'accompagnement au changement en relocalisant et en se réappropriant la conscientisation des choix politiques que l'on fait. Si je peux me permettre juste sur la relocalisation, c'est une relocalisation industrielle aussi. C'est une relocalisation de souveraineté. La question du numérique, évidemment aujourd'hui, dans n'importe quelle situation, quand on déploie une nouvelle technologie, il est aberrant de ne pas en évaluer les impacts environnementaux, sociaux, démocratiques. C'est une évidence. Mais pour moi, il est exclu que ce soit des opérateurs chinois qui installent les tuyaux où vont passer nos données. C'est totalement exclu. Moi, je suis pour virer Huawei d'Europe. Mais pas seulement Huawei, les amis de Huawei. De la même façon, il y a des usines, il y a une entreprise qui s'appelle Ferropem en France, qui produit du silicium. Et qui fait du silicium, notamment on en a besoin pour les batteries électriques,
on en a besoin pour les panneaux photovoltaïques, on en a besoin pour faire des aciers haute performance, y compris bas carbone, on en a besoin pour faire du silicone et voilà, un certain nombre de choses. Bon. Parce que Ferropem appartient à un propriétaire qui change, il devient espagnol, il devient américain, voilà. À la fin, c'est un tel bazar dans leur système de fusion-acquisition que Ferropem ferme 2 usines en France. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vous parle pas de la détresse sociale sur des territoires, des 350 familles qui, de fait, dans ces régions-là, ne retrouveront pas de boulot. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce silicium, on va aller le chercher où? On va aller le chercher dans le Xinjiang, là où les Ouïghours sont en semi-esclavage. C'est ça aussi la réindustrialisation, c'est ça aussi la relocalisation. C'est une régulation de l'économie très puissante qui nous permet aussi d'éviter toutes les dérives. Je voyais à la sortie, il y a un stand Société Générale. Grande banque française incontestable, qui quand même se fait piquer tous les ans la main dans le pot des énergies fossiles et des paradis fiscaux. Comment expliquer qu'une grande banque française, une grande banque internationale, on pourrait parler de la BNP, on pourrait parler du Crédit Agricole pour ce qui concerne les françaises, comment expliquer qu'il n'y ait pas aujourd'hui des ratios prudentiels sur les banques, simplement pour faire en sorte que si elles investissent sur les énergies fossiles, ça devient un tel coût d'investissement sur les énergies fossiles qu'elles ne le feront plus et qu'elles investiront dans les énergies renouvelables. Comment imaginer que ces grandes banques qui bénéficient de plein d'argent de l'État, directement ou indirectement, puissent placer une partie de leurs profits dans les paradis fiscaux? Ça s'appelle de la régulation. Il y a juste une chose sur la relocalisation, excusez-moi, c'est que j'entends tout le monde dire qu'il faut relocaliser les industries stratégiques en France, mais puisqu'on parle concret, aujourd'hui, dès qu'on veut mener un projet d'aménagement, ou que ce soit, on a vu ce qui se passe sur l'éolien, il faut réfléchir à la méthode, c'est-à-dire qu'on n'aménagera plus le territoire en France comme on l'a fait dans les années 70, où on a mis des centrales nucléaires où on voulait, comme on l'a mis en mettant des lignes à haute tension où on voulait. Et donc la question de où est-ce qu'on aménage, comment est-ce qu'on aménage, avec qui, sur quelle activité stratégique, quels emplois sont créés, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est, je me disais, chercher un instrument fébrilement depuis le début du débat, un instrument dans les politiques publiques qui soit un instrument de décroissance. Je crois que j'ai trouvé. C'est-à-dire que je crois que dans la loi climat et résilience, tout ce qui est, vous savez, il y a des objectifs très ambitieux qui ont été posés sur la diminution du rythme d'artificialisation des sols. C'est-à-dire que le rythme d'artificialisation des sols doit être divisé par 2 d'ici 2030 et on doit aboutir à 0 artificialisation des sols en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez construire des centres commerciaux, ça veut dire que quand vous voulez quelque part arrêter de préserver la nature, continuer à la réduire, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez plus le faire. Et ça entraîne en cascade, alors là ça vient d'une loi, donc ça vient du centre, ça entraîne en cascade des conséquences par rapport aux politiques d'aménagement des acteurs publics, et ça c'est une loi qui a installé un instrument de décroissance. Après, ce qui est clair, c'est que le débat au Sénat par exemple, ça a été de dire il faut compenser nationalement et pas territoire par territoire. Parce qu'il y avait l'idée qu'il fallait pouvoir continuer à artificialiser l'ensemble des sols, par exemple dans les métropoles, mais laisser des zones complètement rurales. Donc on est dans une situation aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vient de dire sur les politiques publiques, certains outils ont été pris, mais ils n'ont pas été qualifiés d'outils de décroissance, parce que peut-être le mot continue à faire peur, mais en tout cas la décroissance va entrer dans les faits en ce qui concerne l'artificialisation des sols. Là, on est plutôt dans un ralentissement de la croissance et de la fuite en avant que d'une rupture avec le système. Non, mais tu vas aboutir à une décroissance des centres commerciaux. Je veux dire, ça me semble assez clair. Non, clair. L'enjeu, ce serait de penser la reconversion professionnelle et écologique des centres commerciaux. Je crois que vous négligez... Là, c'est un vrai débat entre nous. C'est-à-dire que vous négligez complètement, puisqu'on parle de changement culturel, le changement culturel que ça implique par rapport aux politiques publiques et à la question de faire la loi. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est très important. Alors, si on avait pu imaginer ce genre de dispositif il y a 10 ans dans une loi, on ne l'aurait pas eu. Je serais moins optimiste que toi sur ce point-là, parce que la réalité, c'est que
Aujourd'hui, il y a moins une croissance des centres commerciaux qu'une concurrence acharnée entre centres commerciaux, que beaucoup de centres commerciaux aujourd'hui, que ce modèle-là, y compris, n'est plus un modèle aussi performant qu'il l'espérait, et que quand on voit ce qui relève en France de la disparition de nos terres, que ce soit des terres de nature ou des terres agricoles, je veux dire, la mesure aurait dû être beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus ambitieuse. Il aurait fallu qu'on soit dès maintenant sur le zéro artificialisation. Moi, ce que je pense, c'est Voire que même il faut... régénérer de la biodiversité. Non, mais bon, vous avez sûrement raison sur le fond. Mais la vérité, c'est qu'il faut s'en saisir et à partir de là, installer un changement culturel où la question de nature, la question de préservation de nature, la question de l'importance de l'agriculture soit posée explicitement. Et ça donne un outil aux associations, y compris juridiques. Et j'aimerais rebondir sur la question de la réindustrialisation de la France. Avant de réindustrialiser, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on produit? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et c'est la question centrale aujourd'hui. Et le silicium, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer pour la plupart des choses? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller réutiliser des choses que l'on a déjà, tendre vers une approche plus low-tech, donc plus artisanale, moins consommatrice d'énergie? Je vais reprendre un ordre de grandeur. On est à l'échelle mondiale dépendant à 80% d'énergie fossile qui génère le changement climatique. L'enjeu, c'est de sortir le plus vite possible de cette dépendance. Qui dit sortir de cette dépendance, c'est de revoir en profondeur à la fois nos habitudes de consommation, donc nos besoins, donc créer toute une réflexion collective sur quels sont nos besoins fondamentaux dans une logique d'abondance frugale, en rompant avec cette société que la publicité nous impose de surabondance frustrée. Et puis, une fois qu'on a répondu à ça, de voir comment on peut répondre à ces besoins fondamentaux en s'appuyant sur des savoir-faire qui sont présents. Les personnes qui vont perdre leur boulot dans les entreprises de silicium dont Yannick parlait, c'est des gens qui ont des compétences, mais des compétences qui peuvent être appliquées à faire du silicium, voire qui peuvent être tourner vers d'autres choses, vers la construction de vélos cargo, vers la construction de panneaux solaires thermiques low-tech qui permettent de chauffer sans passer par le tout électrique, et ainsi de suite. Et je crois que dans cette logique de relocalisation, c'est aussi cette logique de mettre face à face en permanence des mauvaises habitudes de consommation qu'on a eues, parce qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Aller vers le tout électrique, énergie renouvelable, etc., c'est très confortable, parce qu'on n'est pas au Chili où il y a les mines de lithium, les mines de cuivre, et la pression par rapport à l'eau dont on a besoin pour produire toujours plus de batteries pour la voiture électrique, pour les vélos électriques, et ainsi de suite. Et si d'un seul coup, c'est ce qui s'est passé notamment en Suède, et quand on a eu la conférence internationale de la décroissance en Suède en 2018, c'était au cœur des débats, la Suède, face à sa transition énergétique, s'est retrouvée dans la situation de devoir, puisqu'ils ne trouvaient plus un certain nombre de métaux, de matériaux pour assumer leur transition énergétique, ils ont dû rouvrir des mines, en ouvrir de nouvelles. Et d'un seul coup, il y a eu une conflictualité où tout le monde était très content d'avoir des énergies renouvelables tant qu'il n'y avait pas la mine dans leur ville, dans leur région, et ainsi de suite. Et c'est la même chose par rapport aux éoliennes. C'est-à-dire que substituer toute la production d'électricité qu'elle en a là par des éoliennes, c'est une aberration. La première question, c'est comment réduire de manière intelligente notre consommation d'électricité pour répondre aux besoins vraiment essentiels, et après de réfléchir à la solution technique, mais pas de continuer dans cette fuite en avant en réindustrialisant ou relocalisant et faire la même chose de manière aussi destructrice. Excusez-moi, une dernière réponse peut-être. Non, je voulais juste dire que l'industrie, c'est aussi des dangers, et qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la relation des Français à la question industrielle est très ambivalente. C'est-à-dire qu'on a vu ce qui s'est passé avec Lubrizol à Rouen, et du coup, on réalise à ce moment-là qu'il y a 1200 sites Seveso en France, et il y a un sujet sur si tu relocalises, qu'est-ce que tu relocalises, qui est prêt à l'accepter, et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on organise les choses de façon telle à ce que ça ne représente pas diminution de la qualité de vie, sentiment de danger, etc., et que ça ne se passe pas toujours dans les mêmes zones. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le fait que, par exemple, c'est évidemment en Seine-Saint-Denis qu'on met les data centers, c'est pas au centre de Paris. Donc il y a un sujet sur la nuisance industrielle qui existe, et cette question-là, elle n'est jamais abordée parce que, comme souvent en France, on parle des choses de manière très abstraite. Alors, merci beaucoup pour cette première phase de la conférence, des échanges. Merci d'avoir débattu entre vous, c'était aussi le but. Et maintenant, on va passer à des questions du public. Si vous en avez, n'hésitez pas.
Alors, merci beaucoup pour ces échanges. Moi, j'avais une question qui portait, du coup, vous avez beaucoup tous parlé du temps de travail, du partage du temps de travail. Et notamment vous, Madame Schmid, vous avez évoqué le fait que les 35 heures avaient été mal mises en place avec la loi Aubry et tout ça. Et en effet, il y a eu un bilan très discutable qui montre un peu le rejet des Français en ce moment. Et donc, pourquoi ça a été mal mis en place et comment est-ce qu'il faudrait remettre en place ce partage du temps de travail? Alors je sais pas si je réponds tout de suite. Oui. Moi, ce qui me semble, c'est que ça a été au départ conçu d'une manière trop uniforme, c'est-à-dire en ne tenant pas suffisamment compte du fait que lorsque vous êtes salarié à l'hôpital, lorsque vous êtes dans un grand groupe, lorsque vous êtes livreur, lorsque vous êtes contraint à la flexibilité, vous avez évidemment un emploi plus protégé, un emploi précaire, vous avez des salaires différents, vous avez aussi donc des demandes différentes par rapport à cette question de l'argent. Donc il y a eu une vision législative uniformisante. Et par rapport à ce que disait tout à l'heure Yannick sur les bienfaits du modèle allemand, certainement cette question de la possibilité de négocier en entreprise serait intéressante, mais il faut là fixer un cap, c'est-à-dire qu'il faut dire que la réduction du temps de travail, c'est une manière de partager l'emploi, et ça, moi, je dois dire que la philosophie qui inspirait les 35 heures, j'y suis complètement attachée. Mais je pense que la manière de faire a été trop à la française dans le cadre d'une loi, et que ensuite, on n'a pas évalué les choses et qu'on n'a pas mesuré le fait qu'on avait souvent fragilisé les plus précaires. Après, je vais vous répondre aussi très franchement, je trouve que la gauche n'a pas suffisamment défendu la philosophie des 35 heures et que ça explique pourquoi à la Convention citoyenne pour le climat, on a peur du ridicule, parce que quelque part, par rapport à ce que disait Vincent sur le fait qu'ensuite Nicolas Sarkozy gagne en disant gagner plus en travaillant plus, ça c'est quelque chose qui a complètement imprimé et qui d'ailleurs lui a procuré une grande partie du vote populaire. Donc maintenant, il y a une idée reçue contre laquelle il faut lutter. Et je terminerai en disant que ça implique sans doute, lorsqu'on est écologiste, de savoir relativiser la place de l'argent, enfin la replacer autrement. C'est facile de dire qu'on relativise la place de l'argent quand on a un salaire de cadre. Mais faire en sorte que justement sur cette question des biens communs, des services publics, de la gratuité, du fait de gagner sa vie, les choses soient aussi définies en même temps qu'on partagerait le temps de travail. Il ne faut pas faire une mesure de partage du temps de travail sec. Il faut expliquer comment ça s'intègre dans un système. Et j'ajouterais qu'il faut aussi repenser la centralité de la valeur travail. C'est d'autant plus absurde qu'une grande partie, voire la majorité des tâches qui sont faites à l'extérieur de la logique du travail rémunéré, en particulier tout ce qui est autour du soin, du care, fait par les femmes, etc., que très souvent, un grand nombre de choses qui sont faites dans notre société pour le vivre ensemble, pour la culture, pour le dialogue, la démocratie, etc., sont faites de manière bénévole à l'extérieur des logiques marchandes. Et puis, je crois qu'il y a aussi des aspirations toujours plus grandes aujourd'hui, et moi je l'observe avec les stagiaires qu'on reçoit dans notre coopérative à Budapest, Cargonomia, il y a des aspirations à trouver un équilibre entre la tête et les mains. Et c'est ce qu'on voit dans les mouvements comme les low-tech, comme la permaculture, comme l'agriculture biologique, etc. Et je crois qu'il y a toute une réflexion à porter sur la division du travail telle qu'elle a été organisée, sur cette logique de travail passée d'une société d'emploi contraint par l'économie à des activités choisies, émancipatrices qui répondent à nos besoins, mais qui sont aussi quelque chose dans lesquels on s'épanouit, on trouve des équilibres. Et dans ma coopérative à Budapest, j'ai la chance d'expérimenter, d'avoir des temps où je vais être à l'université, des temps où je suis avec vous là, je débat, et puis des temps aussi où j'aurai les mains dans le cambouis dans l'atelier vélo, ou les mains dans la terre dans notre ferme bio. Et j'y prends beaucoup plus de plaisir. Il y a toute une réflexion aussi à porter sur le partage des tâches difficiles. Et puis sortir du pétrole, ça va vouloir dire aussi d'avoir beaucoup moins d'esclaves énergétiques et de devoir faire retravailler un peu plus nos jambes et nos bras, mais le faire aussi en utilisant beaucoup plus notre jugeote. C'est l'approche, par exemple, de la permaculture qui n'est pas l'agriculture telle qu'on l'a pratiquée par le passé. Si je peux me permettre là-dessus, c'est intéressant parce que quand on regarde toutes les enquêtes qui sont faites aujourd'hui sur les impacts de la pandémie, très majoritairement, le premier sujet qui vient, c'est la relation au travail. À la fois une relation géographique, une relation de sens, et évidemment une relation de moyens. Et donc se pose, d'une certaine façon, la question du télétravail a été au départ assez largement bien accueillie. Parce que ça permettait d'éviter les temps de transport contraints et qu'il y avait un côté un peu, dans cette situation assez dramatique, de refuge au fond. La maison devenait le refuge. Et puis on a vu que
ça se traduisait pour un certain nombre de métiers ou de personnes par une intensification très forte, une pression très forte, une perte de socialisation et au fond parfois de la solitude et de l'isolement. Et donc on voit bien que là, on a à repenser déjà à la fois la relation au travail comme où est-ce que je me situe, y compris géographiquement. Donc il faut penser aujourd'hui sur la question du télétravail. C'est quoi le droit au télétravail ? Est-ce que c'est un jour ? Est-ce que c'est 2 jours ? Qu'est-ce qui garantit la socialisation ? Et quand je pense à la socialisation, ce n'est pas simplement le fait d'être avec les autres. C'est aussi la socialisation du social. Je peux vous dire que quand Google renégocie ses contrats maintenant en télétravail, c'est des pertes de salaire. Et vous ne pouvez plus vous organiser, y compris en syndicat. Et c'est le nouvel Eldorado de la délocalisation. Ça n'est plus l'industrie aujourd'hui, ce sont les services. Moi, à un moment donné, vous serez tout seul, vous connaissez à peine vos collègues, et le jour où votre contrat se termine, il n'y a personne pour vous soutenir dans la perte d'emploi. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est évidemment la question de la qualité du travail. Vous avez peut-être pu voir aujourd'hui, on met partout, il y a 1 million d'offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites dans notre pays. Et 48% des entreprises disent peiner à recruter. Mais il y a un certain nombre de secteurs, on peut penser à la restauration, on peut parler à d'autres, l'aide à domicile, qui sont des boulots où le fait d'être revenu pendant 1 an et demi à la maison, de s'occuper le soir de ses enfants, d'avoir accès à une autre qualité de vie du point de vue de ses relations, fait qu'on n'a pas envie de retomber dans des métiers mal payés, précarisés, et parfois avec des charges lourdes, d'exposition à des produits toxiques et tout ça. Et là, par rapport à ça, vous voyez bien aujourd'hui dans le débat politique, il y a 2 options. Il y a l'option du gouvernement, qui est de réduire l'assurance chômage en disant « vous voulez pas retourner bosser dans des conditions difficiles avec des salaires de misère, eh ben vous n'aurez quasiment plus de chômage. Donc on va vous forcer à y retourner. » La deuxième option, c'est celle qu'on défend. Vous vous souvenez de Bruno Le Maire, peut-être sur une matinale de France Inter, qui dit « on donne beaucoup d'argent aux entreprises, ça serait bien qu'elles prennent leur part et qu'elles augmentent les salaires. » Mais depuis quand un État ne peut pas, y compris parce qu'il y a beaucoup d'aides aux entreprises, imposer qu'il y ait des négociations salariales collectives pour améliorer les revenus, les statuts et les conditions de travail ? C'est la responsabilité de l'État. Donc on va avoir à travailler tous ces enjeux-là, et vous êtes porteur, moi c'est ce que me disent, y compris, je rencontre pas mal de gens de votre âge, mes enfants ont votre âge, et je rencontre aussi des chefs d'entreprise et des responsables syndicaux. Vous-même, vous avez une relation à l'entreprise qui n'a rien à voir avec la relation aux entreprises de vos parents. Vos parents, si on prend une norme très basique, c'était je rentre dans une entreprise où je ferai ma carrière et petit à petit je monterai les échelons et petit à petit j'interviendrai de plus en plus dans la décision de l'entreprise. Aujourd'hui, et vous avez raison, vous voulez être partenaire de l'entreprise, vous voulez être coactrice, coacteur de l'entreprise. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait de votre créativité, de votre énergie, de votre agilité, de votre diversité un bénéfice extraordinaire, y compris dans le système français, qui est quand même un système qui, au fond, recrute par statut et fait évoluer par statut au-delà du leadership, des compétences, de ce que vous, les uns et les autres, y mettent. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et enfin, sur le partage du travail, alors les Allemands le font, commencent à le faire parfois par entreprise, par branche. Ça se fait en Nouvelle-Zélande, ça se fait aux États-Unis. Et je pense qu'il faut penser le temps de travail qui peut être parfois la semaine, qui peut être parfois, comme tu l'as dit, tous les 5 ans, j'ai le droit de prendre 1 année ou 6 mois pour avoir un engagement, pour voyager, pour faire des projets, ou ça peut être, à partir de 50 ans, j'ai envie de travailler à mi-temps pour, au fond, tuiler sur 2 types de vie. Et c'est ça qu'il faut arriver à penser de manière agile dans la société pour justement que chacun s'y retrouve. Alors, merci beaucoup. Je sais que ça va être très frustrant, mais on a beaucoup de questions. Je vous propose d'être légèrement plus concis, comme ça on pourra prendre un maximum de questions de la part de l'auditoire. Légèrement, alors. C'est dur. Hein. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour cet échange.
J'aurais juste une petite question concernant l'orientation politique des Verts. Est-ce que l'écologie est de gauche ? Très brièvement, moi, très clairement, mes valeurs, c'est l'histoire de la gauche. C'est la solidarité, c'est la démocratie, c'est la conquête des libertés fondamentales, c'est la fraternité et tout ça. Après, qu'est-ce que ça veut dire d'être de gauche ? Si vous voulez, moi, j'ai pas envie, en tant qu'écologiste, de trancher un débat qui est vieux de 200 ans. Je sais quelles sont mes valeurs. J'ai toujours été écologiste. Et est-ce que la gauche, est-ce que Hollande est de gauche, Mélenchon est-il de gauche, Montebourg est-il de gauche, Macron se revendiquait de gauche? En vrai, je m'en fous un peu. En revanche, ce que je crois, c'est que l'écologie est profondément ancrée à la fois dans la rupture aujourd'hui avec le libéralisme, c'est incontestable, mais aussi avec le productivisme, qui a marqué autant la gauche que la droite, et avec le conformisme, qui a particulièrement marqué la gauche quand elle a gouverné ces dernières années. Donc moi, je veux que l'écologie, et autour du projet écologiste, se rassemblent les humanistes, les progressistes, mais celles et ceux qui regardent sidérés le dérèglement climatique, qui s'inquiètent de l'explosion des inégalités dans notre société, qui voient l'affaissement de la démocratie et y compris parfois un gouvernement, la droite et l'extrême droite, instrumentalisent les inquiétudes de nos concitoyens, des peurs de l'avenir en panique identitaire, où maintenant on nous raconte, certains candidats, qu'on va être en guerre civile, qu'on va être remplacé, que la France va disparaître. Ça ne peut pas être ça. L'écologie ne peut pas être placée là. De la même façon, l'écologie, ce n'est pas du localisme. On a parlé des territoires, on a parlé d'une participation permanente à la vie de la cité. Mais l'écologie, c'est l'humanité. L'écologie, c'est le vivant à l'échelle de la planète. Donc ça ne peut pas être un localisme rabougri qui déteste tous les autres à partir du moment où ils ne nous ressemblent pas. Moi, je veux dire un truc, c'est qu'il y a un livre remarquable de Serge Audier, du philosophe Serge Audier, qui s'appelle « La société écologique et ses ennemis », qui raconte au fond comment au XIXe siècle, il y avait plusieurs familles politiques à gauche, et notamment comment, justement, il y a cette question à gauche sur le rôle de l'État, la centralité et la question de ces communautés utopiques. Et il montre comment il y a eu, quelque part, le choix, peut-être pour arriver au pouvoir, de laisser de côté cette utopie de gauche, le fouriérisme, etc. Donc, le sujet, et que Yannick a commencé à évoquer, c'est peut-on rester écologiste et exercer le pouvoir ? C'est un sujet sur lequel comment rester de gauche lorsqu'on est de tout pouvoir existe déjà. Les écologistes n'ont pas encore beaucoup exercé le pouvoir. Mais je crois que le sujet, moi ça me semble assez clair que par rapport à la solidarité, à la question de relativiser le rôle de l'argent, etc., moi je me sens de gauche et écologiste. Mais je pense que le sujet, c'est l'épreuve du pouvoir, comment on reste soi. Il y a cette merveilleuse série, je crois, norvégienne, Occupied, où il y a un Premier ministre vert qui se retrouve dans un pays... évidemment, c'est la Norvège, envahie par la Russie, et il cesse d'être, au fond, ses amis le laissent, il cesse, au fond, d'être perçu comme vert. Donc tout l'enjeu, c'est, me semble-t-il, l'épreuve du pouvoir et comment on reste soi au pouvoir. C'est un peu ce que vient de décrire Yannick sur ce qui s'est passé avec François Hollande. Je ne sais pas si c'est du conformisme ou si c'est de l'inhibition. Juste un commentaire pour ne pas être trop long et rebondir. Je crois que l'écologie politique, la décroissance est dans une continuité de là où des gauches est arrêté à la fin du 19e siècle sur ce que tu évoquais, le socialisme utopique. Je discutais avec l'un d'entre vous avant cette conférence de ce livre magnifique aussi de Paul Lafargue, Le droit à la paresse. C'est des choses qui ont disparu des débats de nos sociétés, etc. Et sur la question du pouvoir, qui est une vraie question, et je renvoie vers le très beau livre de John Holloway qui s'appelle « Comment changer la société sans prendre le pouvoir ». Parce que si on prend le pouvoir, on est pris par le pouvoir, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut laisser le pouvoir dans les mains de messieurs Macron ou Orban en Hongrie, là où je vis. Et c'est vraiment toute une réflexion et de ce point de vue-là, je renvoie aux précurseuses et aux précurseurs de la décroissance, où il y a toute une richesse dans ces livres, aux passagers clandestins, de réflexion sur, je pense notamment Cornelius Castoriadis, et la notion d'autonomie,
et qu'est-ce qu'être citoyen et comment créer en fait des sociétés. Et ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure dans le débat aussi. Relocaliser, c'est bien, mais c'est repenser l'interaction entre les institutions politiques, celles qui ont des mandats pour les représenter, ceux qui les représentent, et les citoyennes et les citoyens. J'ai une question concernant le travail. Vous parlez d'une vie sans travail, ou en tout cas avec peu de travail, avec des voyages, des rencontres, des loisirs, etc. Mais concrètement, comment est-ce qu'on finance cette vie sans travail au niveau de l'individu, mais également au niveau de l'État, en intégrant la question de la dette publique? Donc, comment est-ce que vous abordez cette question-là? Alors pour ma part, moi j'en suis pas arrivé à souhaiter une société sans travail, ou en tout cas pour le quinquennat qui vient. Parce qu'à un moment c'est ça le sujet. Je dis souvent en ce moment, la radicalité de l'écologie, c'est de gagner l'élection présidentielle. Au regard des urgences de comment le dérèglement climatique tabasse, comment la société se divise sur beaucoup de choses, pour moi la radicalité de l'écologie aujourd'hui, c'est de gagner l'élection présidentielle. Il y a évidemment, et j'ai trouvé toute la question autour du revenu universel, une puissance de questionnement sur le travail et sa valorisation. Parce que c'est aussi ça le revenu universel. C'est pas simplement dire il y a le travail, il n'y a pas le travail. C'est que une mère ou un père qui s'occupe de ses enfants, ça mérite une valorisation. Celles et ceux qui ont un engagement associatif puissant, qui font en sorte que des étudiants qui n'ont pas les moyens ont un repas gratuit, comment tout ça est valorisé. Mais c'est un travail au service de l'intérêt général. Mais moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que l'enjeu, au-delà de se questionner sur le partage du travail, pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est quel est le sens de l'entreprise, quel est le sens du service public et quel est le sens du travail dans l'entreprise ou dans le service public. C'est ça, pour moi, le sujet. Moi, je me bats sur la question de la santé au travail. Je me bats, évidemment, sur les droits sociaux dans l'entreprise. Mais je pense que, notamment vous, qu'allez avoir des responsabilités importantes dans l'économie qui vient, dans l'État qui vient, dans les associations qui viennent, la façon dont vous allez donner du sens à votre engagement par le travail, parce que moi je crois qu'il y a aussi énormément d'épanouissement dans le travail. Il y en a qui en sont exclus, mais il y a aussi toute une partie. Le travail, ce n'est pas simplement de la souffrance au travail, comme les entreprises, ce n'est pas simplement Monsanto. Je veux dire, il y a des évolutions, il y a des entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais au-delà de ça, il y a on s'exprime. Moi, je suis engagé depuis 30 ans dans l'écologie. Ça a été aussi, au fond, ma profession, mes professions. J'en vis de cet engagement. Et je suis super content. Et j'appelle ça mon boulot, d'une certaine façon. Donc moi, je veux qu'on redonne du sens au travail, non pas en disant... Je ne veux pas qu'on soit ni dans le pétinisme sur le travail, ni dans le sarkozysme, comme ça a été exprimé, mais ni non plus dans la négation du travail en disant il n'y aura plus que des robots et de la précarité et qu'on sera tous au revenu universel, sans boulot, et qu'on sera des retraités du revenu universel. Moi, ce n'est pas ça ma vision de la société. Donc il faut que collectivement, dans les entreprises, comme à l'échelle de la puissance publique, on redonne du sens, de l'intérêt, de l'épanouissement dans le travail, depuis le lycée pro, le CFA, comme depuis HEC. Alors, deux petites choses, puisque je crois que Maxime nous avait invités à être très court. C'est absolument impossible sur ces sujets, mais ce que vous dites, c'est qu'en fait, on proposerait que plus personne ne gagne d'argent et que quelque part, il y aurait de l'argent qui serait créé presque magiquement. Et on n'est pas dans cette idée-là. Ce que je pense simplement, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on est salarié ou lorsque, comme moi, on est dans l'administration, la question de la rémunération, de la juste rémunération, moi je voudrais parler de ça, de ce qu'on fait par rapport à l'utilité de ce qu'on fait, elle n'est jamais posée. Très souvent, moi en tout cas ça m'arrive assez souvent, je me sens plus utile
dans ce que je fais bénévolement ou dans ce que je fais en étant faiblement rémunéré que quelque part dans ce qui me procure ma rémunération principale. Donc pour moi, le partage du temps de travail, il doit s'adosser aussi à un exercice sur l'allocation des ressources et qui doit se faire à un niveau global. Et par ailleurs, une capacité au sein de chaque entreprise ou de chaque service public à réfléchir à l'utilité de ce qu'on fait, ce qui suppose d'avoir une vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque vous travaillez dans un service public, dans un ministère, il y a un caractère routinier. On accepte des choses qui sont au fond insupportables. C'est-à-dire que l'État soit divisé en chapelles, qu'on passe son temps à faire de la procédure, qu'au fond on dépense de l'argent sans vraiment s'interroger sur le sens de ce qu'on dépense. Donc moi je ne crois pas que le sujet soit de ne pas rémunérer le travail. Là-dessus, moi je suis assez réactionnaire par rapport à Vincent. Mais je crois que le sujet de la juste rémunération de ce qu'on fait et d'adosser la rémunération à l'utilité sociale de ce qu'on fait, surtout lorsqu'on travaille au sein de l'État, c'est un point essentiel. Et lorsqu'on travaille au sein de l'entreprise, c'est ce qui a été demandé aussi dans le manifeste pour un réveil écologique, qu'on réfléchisse à l'utilité de ce qu'on fait et ce qu'on arrive à porter ensemble un projet de société, ça me semble être essentiel. Donc, partager le travail, certainement, allouer différemment les ressources également, et savoir aussi faire diminuer certaines rémunérations. Je trouve ça totalement insupportable que, par exemple, lorsqu'on devient écologiste, on soit forcément plus pauvre que lorsqu'on est financier. Je pense qu'accepter que lorsqu'on sort de cette école, si on veut travailler dans les questions vertes, on se dise je gagnerais beaucoup moins qu'un trader, ça, il faut lutter contre ça. Moi, je pense qu'il y a des choses qui doivent être portées. C'est pas normal. Tout à l'heure, Yannick parlait des budgets et de la réflexion budgétaire. C'est pas normal que dès qu'il y a un investissement à faire dans l'écologie au niveau de l'État, ce soit beaucoup plus compliqué que sur toute une série d'autres dépenses qui sont au fond moins utiles. Donc réfléchir à l'allocation des ressources, ça me semble être un point essentiel. Juste rapide, consommer moins pour produire moins, pour travailler moins. Donc d'un côté, on va être amené à faire ça. De la même manière, on va repenser les processus de fabrication d'une telle manière qu'on ne va pas être obligé de renouveler sa machine à laver tous les 3 ans. Si on fait des machines à laver qui sont modulables, partagées, fabriquées pour durer en changeant les pièces qu'il faut changer régulièrement, fabriquées pour durer 30, 40, 50 ans, on va travailler moins de ce point de vue-là. Mais d'un autre côté, si on s'adresse sérieusement aux enjeux climatiques et qu'on sort de notre toxicodépendance à cette illusion de confort que l'on paye très cher, qui sont les énergies fossiles, qui sont des esclaves énergétiques dont on profite allègrement, si on relocalise nos productions et qu'on arrête de s'appuyer sur nos amis les Chinois ou d'autres parties de la planète pour faire des tâches difficiles que l'on ne veut plus faire, il va falloir retrousser nos manches et faire des choses que l'on ne fait pas aujourd'hui. Donc c'est un enjeu entre les deux, et je crois qu'il va y avoir, et j'espère dans les 5 ans qui viennent, il y aura des réflexions qui seront portées par rapport à ça. Il va y avoir des réflexions. De l'action. Les deux, il faut les deux. Il faut gouverner, il faut agir. Il faut les deux. On a besoin d'agir, mais en ayant pensé. Mais il vaut mieux avoir bien pensé avant. Ouais. Parce que je pense, quand on est au gouvernement, après, ça va très très vite, si on veut agir. Et je crois que si on veut mettre en place une transition à la hauteur des enjeux, on ne peut pas se passer d'une réflexion en profondeur de notre rapport au travail, qui, ne l'oublions pas, est un concept très récent. Il n'y a pas si longtemps, on parlait d'œuvre, on ne parlait pas de travail, et qui est un concept assez intéressant en langue latine, puisque ça vient étymologiquement de tripalium, objet de torture. Donc on a quand même des questions à se poser en profondeur autour de tout ça, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. Alors je pense que beaucoup de personnes ici pourraient parler de cela toute la nuit, mais pour éviter de trop dépasser, je vous propose de prendre encore 2 questions. Bonsoir. Alors de nos jours, la question environnementale est omniprésente. On y est presque tous sensibilités, et surtout en tant que jeunes. On se sent tous globalement concernés, mais dans les faits, on remarque qu'on peine à agir pour le climat, que ce soit en renonçant à certains déplacements, en modifiant nos habitudes de consommation, que ce soit par exemple l'usage de notre téléphone portable ou la consommation de fast fashion. Et donc j'ai un peu 3 questions en une. C'est-à-dire qu'en tant qu'essayiste, chercheur ou homme politique, pensez-vous qu'il est possible de dépasser ce paradoxe ? Et si oui, quelle est selon vous la bonne stratégie à mettre en place ? Faut-il expliquer, sanctionner, donner l'exemple ou encourager financièrement la population ? Et quelles seraient vos solutions concrètes pour avancer ? Merci beaucoup. Très concis, s'il vous plaît. Non, je vous renvoie sur un livre que j'ai coécrit qui s'appelle « Un projet de décroissance » et qui parle exactement de ça. Et par expérimentation concrète dans lesquelles je suis actif et que j'ai la chance d'observer, je crois qu'avancer seul
face aux enjeux qui sont les nôtres, dans le meilleur des cas, on arrive un petit peu à réduire son empreinte écologique et surtout on finit déprimé et triste. Par contre, avancer collectivement et politiquement est la bonne solution. Je fais très court, je pourrais développer pendant 3 heures aussi. Moi, je dirais que ce qu'il faut, c'est investir les institutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis frappée à votre génération de voir qu'il y a une espèce de volonté de rester à côté des institutions, soit en créant son entreprise lorsqu'on est ici, soit en étant blogueur, etc. Et que du coup, on laisse les institutions. Par institution, j'entends évidemment l'État, les syndicats, les collectivités locales. Enfin, je pense qu'il y a un sujet d'investissement parce qu'il ne faut pas ignorer que par la norme, par l'action, on transforme complètement la société et l'économie. Et donc moi, je vous inviterais à investir les institutions, évidemment en étant exemplaire. Mais ça, je vais dire un truc, c'est que moi, j'espère, je ne suis pas dans la fast fashion, c'est clair, mais je pense que parfois, il ne faut pas non plus vouloir être exemplaire à 100%, et que je crois que l'écologie, ce n'est pas seulement de la morale. Je crois que l'écologie, c'est vraiment de la conquête. Et que vous devez vraiment investir ces institutions, arrêter de vous penser à côté d'elles, de penser que c'est pour les vieux croutons ou de penser que ce n'est pas de votre temps. Je crois qu'aujourd'hui, c'est essentiel, par exemple, de se présenter aux élections. Je pense que c'est un point essentiel. Et ça ne vient jamais à l'esprit. Par exemple, s'inscrire à la primaire des écologistes, je pense que c'est un point aussi assez intéressant. Je lisais des articles disant, bon, on est très écologiste, mais ça ne nous intéresse pas. Je pense qu'il y a un moment, il faut se dire, il ne faut plus être aquaboniste. Sur la question vestimentaire, je vous invite à regarder ce que fait Loom, ce que fait 1083. C'est de la relocalisation, c'est de la responsabilité, c'est des vêtements jolis, de bonne qualité, respectueux, qui ne viennent pas de l'autre côté de la planète et qu'on renouvelle moins parce que le textile est quand même, du point de vue de notre empreinte environnementale, véritablement une difficulté. Et pour poursuivre un peu sur ce que vient de dire Lucille, je vais vous citer 2 exemples. Quand j'ai fait la campagne des régionales, à un moment donné, régulièrement, on rencontrait les jeunes qui organisent les marches pour le climat. Et dans les panels qu'on rencontrait, il n'y en avait que la moitié qui votaient. C'est-à-dire qu'à la fois, vous vous engagez sur le climat, contre le racisme, contre les violences faites aux femmes, contre la souffrance animale, pour la solidarité, tout ça c'est génial, et vous avez raison, et malheureusement, je dis malheureusement parce qu'on l'a fait aussi, mais que les résultats ne sont pas toujours là. Bon. Mais le fait de voter n'était pas considéré comme un geste majeur. C'est-à-dire qu'on s'engage dans une manifestation, dans un mouvement, y compris pour interpeller les décideurs politiques, mais finalement, la personne qui est en face, son projet politique compte pas. Ça en dit long quand même sur le fait que les politiques ont déçu sur leur capacité à tenir leurs promesses. Mais ça dit aussi d'une certaine forme de désaffection. La crise écologique, on change tous nos comportements individuels de manière très vertueuse, c'est 25% du chemin. Donc c'est les politiques publiques. Moi, je me souviens de cette expérience catastrophique. Tu parlais de l'alliance des Verts avec les indépendantistes en Écosse. Ça se fait aussi sur la réadhésion, l'indépendance et la réadhésion à l'Union européenne. Dans le Brexit, donc quand il y a eu le référendum, les jeunes ne sont pas allés voter. Ils étaient très majoritairement pro-européens. Ils ne sont pas allés voter. Eh bien, ce sont leurs parents qui sont allés voter et qui ont fermé les portes de l'Europe aux jeunes Britanniques. C'est quand même subir une décision démocratique. En Pologne, le gouvernement qui remet en cause le droit à l'avortement, qui fait des zones sans LGBT, qui remet en cause la justice, c'est un gouvernement démocratiquement élu. Tu parlais d'Orban. En Hongrie, c'est un gouvernement démocratiquement élu. Donc moi, si je dois faire un appel, c'est vous ne laissez pas déposséder de votre présent, évidemment, mais aussi de votre avenir. Vous réceptionnez, vous recevez une planète malade et une société un peu malade, où il y a pourtant des gens extraordinaires qui tous les jours font des choses extraordinaires. Ne vous laissez pas déposséder des politiques publiques qui vont largement définir le monde dans lequel vous allez vivre. Saisissez-vous de la démocratie, votez à la primaire écolo.
c'est à ce stade le geste démocratique le plus important Rejoignez la mondial. primaire populaire. Rejoignez Mondial. la primaire populaire Mais aussi. non, il y a une primaire, Aussi. il y a une primaire écolo. On va pas les voter pour Gérard Filoche, tout ça, c'est pas sérieux. Donc, faites la primaire écolo. Vous pouvez voter pour Yannick Jadot à la primaire populaire. Non, mais on vote pas pour l'instant à la primaire. On propose. Non, mais bon, peu importe, je m'en fous. Dès qu'il y a de la démocratie, c'est pas mal. Mais enfin, là, on fait la primaire écolo. Donc, mais même si vous votez pas écolo, je m'en fous. À un moment donné, on ne peut pas être dans une démocratie qui est devenue à la fois une plutocratie au sens où il n'y a que les CSP+, qui votent et que les plus anciens. Moi, je suis bientôt un vieux, mais ce n'est pas équilibré dans une société que ce soit les vieux qui votent pour l'avenir de la société. Vous voyez bien qu'il y a majoritairement, quand on vieillit, une forme de conservatisme qui s'installe et ça ne peut pas être votre vie. Donc, effectivement, saisissez-vous des institutions, saisissez-vous de la démocratie. Ça dépend que de vous, en vrai, à un moment donné. Alors, de nous, à tenir la promesse et c'est ce qu'on fait, quand on prend un engagement, on s'y tient pour redonner de la confiance dans la politique. Mais à un moment donné, ça dépend que de vous. Au Parlement européen, ce Parlement européen, y compris, vote les traités de libre-échange, prêt à voter peut-être. Pour l'instant, on l'a bloqué, le traité avec le Brésil et cette saloperie de Bolsonaro, de tout ce qu'il fait en politique, ça dépend que des élus au Parlement européen. Si on avait une majorité écolo, ça n'existerait pas, tout simplement. Donc, voilà, saisissez-vous de la démocratie. Moi, je vais m'arrêter là, j'ai fait ma conclusion. Je vous propose effectivement d'en rester là sur cette très belle conclusion. Donc je pense déjà un grand merci à vous d'être venus à HEC. Une conférence très symbolique en ce début d'année. Donc je pense qu'on a compris le message. Allez sur lesécologistes.fr, vous inscrire pour voter à la primaire. Un grand merci. Tant qu'on est dans les inscriptions, il y avait une question sur l'engagement. N'hésitez pas, bientôt c'est les apéros de recrutement Esper, à rejoindre Esper. Il n'y a pas le kakémono qu'on a d'habitude. Mais voilà, c'est une forme d'engagement aussi. C'est Bios qu'on boit aux apéros ? Ah bah oui. La 1664